Le soir, lors du dîner, mon père a osé me lancer « Qu'est-ce que ça fait d'être un raté, sans femme ni enfant ?» La famille riait de bon cœur. Alors, j'ai rétorqué « Ce que ça fait ? Ça fait que ce raté va cesser de payer vos factures. Je m'appelle Antoine. J'ai 34 ans et j'ai grandi dans une modeste maison de banlieue à Courbevoie, en région parisienne. Nous étions 6, mes parents, mes 3 jeunes frères et moi. Mon père, Marc, était un homme au caractère bien trempé, avec une langue acérée et un ego qui prenait toute la place. Il travaillait comme jardinier paysagiste, mais sa régularité laissait à désirer. Certains mois, il ramenait de l'argent, d'autres, il rentrait les mains vides, grognant que le monde entier était contre lui. Ma mère, Isabelle, était son exact opposé, douce, patiente, toujours en quête de paix. Elle cousait des vêtements pour les voisins et faisait tout ce qu'elle pouvait pour qu'il y ait toujours de quoi manger à table. Étant l'aîné, j'ai compris très tôt, dès mes 12 ans, que j'avais des responsabilités. J'aidais ma mère à la maison, je m'occupais de mes frères. Quand Marc rentrait de mauvaise humeur, j'essayais de ne pas le croiser, mais je n'y parvenais pas toujours. Il avait une façon bien à lui de me rabaisser, « Regarde-toi, Antoine, si bête, si silencieux. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Ne sois pas faible, me disait-il, même quand j'étais enfant. » Je n'ai jamais compris pourquoi il me traitait ainsi. Peut-être parce que j'étais le premier, et qu'il projetait sur moi toutes ses frustrations. Ou peut-être parce que je n'étais pas le fils qu'il aurait voulu. Mes frères, en revanche, semblaient avoir un passe-droit. Gauthier, le deuxième, était le charismatique, toujours à faire rire tout le monde. Simon, le troisième, était le sportif, la fierté de Marc parce qu'il jouait au football dans l'équipe du quartier. Et Louis, le petit dernier, était le chouchou, le bébé de la maison. Moi, je ne rentrais dans aucune catégorie. Je n'étais pas drôle, pas athlétique, pas le petit que tout le monde dorlotait. J'étais Antoine, le responsable, celui qui était toujours là pour régler les problèmes. Quand j'ai terminé le lycée à Nanterre, j'ai su que je ne pouvais pas attendre que Marc change. Je voulais une vie meilleure pour moi et pour ma famille. Je me suis inscrit à un BTS en comptabilité et j'ai trouvé un travail dans une petite entreprise du 17e arrondissement de Paris. Ce n'était pas glamour, mais ça payait bien. Avec le temps, j'ai grimpé les échelons. À 25 ans, j'étais déjà chef comptable dans une entreprise de taille moyenne. Je gagnais assez pour vivre confortablement et j'ai décidé de rester à la maison avec mes parents pour aider aux dépenses. Le prêt immobilier, les factures d'électricité et d'eau, la nourriture, tout sortait en grande partie de ma poche. Marc continuait de travailler, mais sa contribution était irrégulière. Isabelle ne cousait plus autant, ses mains commençaient à la faire souffrir. Je ne me plaignais pas. Pour moi, c'était la chose à faire. La famille passe avant tout, n'est-ce pas ? Mais Marc ne l'a jamais vu ainsi. Pour lui, je n'étais pas le fils qui sacrifiait sa jeunesse pour entretenir la maison. J'étais le fils qui ne répondait pas à ses attentes. Car pendant que je me concentrais sur le travail et les économies, mes frères suivaient un chemin différent. Gauthier s'est marié à 24 ans avec sa copine de lycée rencontrée à la fête de la musique et ils ont vite eu un enfant. Simon a rencontré une fille à l'université, ils se sont mariés et ont maintenant 2 enfants. Louis, le plus jeune, s'est fiancé à 22 ans et a déjà une fille. Ils ont tous fondé une famille, tous sauf moi. Ce n'est pas que je ne voulais pas de partenaire. J'y ai parfois pensé. Il y avait une fille au bureau qui me plaisait. Mais entre le travail, les responsabilités à la maison et la pression constante de Marc, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir de la place pour une relation. La famille d'abord, me répétait-il, et d'une certaine manière, je me suis convaincu qu'il était normal d'être seul. Mais Marc ne laissait rien passer. Chaque fois qu'il y avait une réunion de famille, il remettait le sujet sur le tapis. « Antoine, quand vas-tu nous présenter quelqu'un ? Regarde tes frères, tous avec leur famille. Qu'est-ce que tu attends pour rester seul pour toujours ?» Ces mots étaient comme des coups de poignard, et le pire, c'est qu'il les disait toujours avec un sourire, comme si c'était une blague. Mais je savais que non. Avec les années, les moqueries sont devenues plus cruelles. « Tu es un raté, Antoine. Un vrai homme a une femme, des enfants. Regarde-toi, avec ton travail et ton argent, mais sans rien qui en vaille la peine. » Je serrais les dents et me taisais. Je ne voulais pas me battre, je ne voulais pas lui donner le plaisir de me voir affecté, mais chaque commentaire laissait une trace.
Et ma mère, bien qu'elle essayât d'adoucir les choses, ne l'affrontait jamais. C'est ton père, Antoine. Ne l'écoute pas, me disait-elle. Mais je l'écoutais, parce que c'était mon père. Et même si je ne l'admettais pas, ces mots me faisaient mal. Jusqu'au jour où ma tante Claire, la sœur de ma mère, a organisé une grande réunion dans sa maison de campagne près de Lyon. Ça allait être un événement spécial, grands-parents, tantes, oncles, cousins, tout le monde réuni. Ce n'était pas courant que toute la famille se rassemble ainsi, alors tout le monde était excité. Mes frères ont amené leurs épouses et leurs enfants. Mes cousins sont arrivés avec leurs partenaires. Même mon jeune cousin Lucas, 15 ans, est apparu avec sa petite amie. Moi, comme toujours, je suis arrivé seul. La maison de ma tante débordait de vie. Il y avait de la musique, des rires, des enfants qui couraient partout. Je me suis assis dans un coin, saluant ceux qui passaient, essayant de ne pas attirer trop l'attention. Mais Marc n'allait pas me laisser tranquille. Dès mon arrivée, il a commencé ses commentaires. Regarde Antoine, même Lucas a une copine. 15 ans et il t'a déjà battu, a-t-il dit en riant tout en donnant un coup de coude à mon oncle Philippe. Certains ont ri, d'autres m'ont regardé avec pitié. J'ai forcé un sourire et j'ai changé de sujet, mais je sentais un nœud au ventre. L'ambiance s'est réchauffée à mesure que la nuit avançait. Tout le monde parlait de sa vie, du travail, des enfants, des projets. J'écoutais, mais je ne disais pas grand-chose. Non pas que je n'ai rien à raconter, mais parce que je savais que si je parlais, Marc trouverait le moyen de retourner cela contre moi. Et je ne me suis pas trompé. L'heure du dîner est arrivée. Nous nous sommes assis à une longue table que ma tante avait dressée dans le jardin. Nous étions plus de 30 personnes, tous serrés mais heureux. Avant que la nourriture ne soit servie, ma tante a proposé un toast. Un par un, les présents se sont levés pour dire quelques mots. Mon grand-père a parlé de l'importance de la famille. Ma tante Claire a remercié tout le monde d'être là. Mes frères ont parlé de leurs enfants et de la chance qu'ils avaient. Je ne comptais rien dire, mais c'est alors que ce fut le tour de mon père, Marc. Il s'est levé, son verre de vin à la main, et tout le monde l'a regardé. Marc avait toujours été le centre d'attention lors de ces réunions. Il savait parler, faire rire tout le monde. Mais ce soir-là, ces mots n'étaient pas là pour unir la famille, ils étaient là pour me détruire. Je l'ai dit en riant, mais je le pensais au fond de moi, je lève mon verre à vous tous, a-t-il commencé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. À ma famille, à mes enfants qui ont su s'en sortir, qui ont fondé leur foyer, qui m'ont donné des petits-enfants. À tous, sauf à un seul. Il a fait une pause et s'est tourné vers moi. J'ai senti l'air devenir lourd. Antoine, mon fils aîné. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait d'être un raté, sans femme ni enfant? Regarde-toi, 34 ans et tu es toujours seul. Même les enfants à cette table ont plus de vie que toi. La table a éclaté de rire. Mes oncles, mes cousins, même les enfants qui comprenaient à peine ce qui se passait, ont ri. Mes frères ont essayé de se contenir, mais j'ai vu les sourires sur leurs visages. Ma mère a baissé les yeux, mal à l'aise, mais n'a rien dit. J'ai eu l'impression que le monde s'écroulait sur moi. Ce n'était pas la première fois que Marc m'humiliait, mais il ne l'avait jamais fait comme ça, devant toute la famille, avec une telle cruauté. J'ai regardé Marc, qui m'observait avec un rictus moqueur, attendant ma réaction. Et quelque chose en moi s'est brisé. Je ne sais pas si c'était la rage accumulée pendant des années, la douleur de ces mots, ou l'humiliation d'être la risée de tous, mais je n'allais pas me taire. Je me suis levé, j'ai frappé ma coupe contre la table pour que tout le monde m'entende, et j'ai parlé. Je lève mon verre à ne pas être un assisté, ai-je dit d'une voix ferme, même si je tremblais à l'intérieur. Dis-moi, papa, qu'est-ce que ça fait d'être un assisté à 60 ans? Qu'est-ce que ça fait que ce raté soit celui qui paie tes factures, la maison où tu vis, la nourriture que tu manges? Et dis-moi, qu'est-ce que ça fait que ce raté va cesser de payer tes factures? Le silence fut absolu. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Marc m'a regardé les yeux écarquillés, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Son visage est passé de la moquerie à l'incrédulité, puis à la rage. Tous les autres étaient figés, assimilant ce que j'avais dit, car ce n'était pas seulement une réponse, c'était la vérité. Et maintenant, toute la famille le savait. Marc, l'homme qui se vantait d'être le patriarche, dépendait de moi, le fils qu'il avait toujours méprisé.
Comment oses-tu me parler ainsi, a crié Marc en frappant la table. Je suis ton père, respecte-moi. Te respecter, ai-je répliqué sans baisser les yeux. J'ai payé tes factures pendant des années. J'ai entretenu cette maison pendant que tu te moquais de moi, et maintenant tu veux du respect? Le respect se gagne, papa, et tu n'as rien fait pour le gagner. La discussion a dégénéré. Marc me criait dessus. Je lui répondais. Ma mère essayait de calmer les choses, mais personne ne l'écoutait. Mes frères et le reste de la famille murmuraient entre eux, certains surpris, d'autres mal à l'aise. Finalement, je n'en pouvais plus. J'ai pris ma veste, j'ai regardé Marc une dernière fois et j'ai dit. C'est fini. Voyons comment tu te débrouilles sans moi. Et je suis parti. Cette nuit-là, en rentrant chez moi en voiture, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. J'avais dit ce que je gardais en moi depuis des années, mais j'avais aussi brisé quelque chose que je ne savais pas si je pouvais réparer. Ce n'était pas seulement avec Marc, c'était avec toute la famille qui avait ri, qui avait permis que je sois humilié. J'ai décidé que c'était assez. Le lendemain, en allumant mon téléphone, j'ai vu une foule de notifications, des messages de mes frères, de ma mère, même de ma tante Claire. Je ne les ai pas ouverts. Je ne voulais pas lire leurs excuses ou leurs tentatives d'adoucir les choses. Au lieu de cela, j'ai fait ce que j'avais promis. Je suis allé sur l'application de ma banque et j'ai annulé tous les paiements automatiques que j'avais configurés pour la maison de mes parents. Le prêt immobilier, l'électricité, l'eau, Internet, tout. C'était étrangement libérateur de voir chaque transaction s'arrêter d'un clic, mais je sentais aussi un nœud au ventre. Et si j'allais trop loin? Et si ma mère en souffrait? J'ai secoué la tête. Non, Marc l'avait bien cherché. Pour la première fois, j'allais le laisser affronter les conséquences de ses actes. Le même après-midi, mon frère Gauthier m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis ce fut Simon. Je l'ai également ignoré. Louis, le plus jeune, m'a laissé un message vocal. « Antoine, qu'est-ce qui t'arrive, frérot? Tout le monde parle de ce qui s'est passé au dîner. Maman est inquiète. Rappelle-moi, s'il te plaît. » J'ai écouté le message et je l'ai supprimé. Je n'étais pas prêt à leur parler. Pas après avoir vu leur sourire pendant que Marc m'humiliait. Mais quand ma mère a appelé, je n'ai pas pu l'ignorer. Sa voix tremblait au bout du fil. « Antoine, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Pourquoi as-tu dit ces choses? Ton père est furieux. Il dit que tu l'as humilié devant tout le monde. » Son ton n'était pas un reproche, mais de l'inquiétude, mais cela m'a quand même blessé car elle ne mentionnait pas comment Marc m'avait humilié, moi. C'était toujours moi qui devais céder. Maman, c'est lui qui a commencé. Il m'a traité de raté devant toute la famille. Qu'est-ce qu'ils attendaient que je fasse? Que je me taise comme toujours, ai-je répondu en essayant de garder mon calme. Je sais, mon fils. Ton père ne mesure pas toujours ses mots. Mais tu es son fils. Tu ne peux pas lui parler ainsi, a-t-elle dit. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Même ma mère ne pouvait pas voir à quel point tout cela me faisait mal. Maman, j'ai payé les factures de cette maison pendant des années. J'ai tout sacrifié pour vous. Et il ne fait que se moquer de moi. C'est ça être une famille, ai-je dit, la voix brisée. Elle est restée silencieuse. Puis, dans un murmure, elle a dit, ne t'éloigne pas, Antoine. Nous sommes ta famille. J'ai raccroché. Je ne pouvais pas continuer à parler. Je ne voulais plus entendre d'excuses. Cette semaine-là, les rumeurs ont couru comme une traînée de poudre. Ma tante Claire a raconté à ma mère que la famille était divisée. Certains, comme mon oncle Philippe, disaient que Marc avait dépassé les bornes. D'autres, comme mon cousin aîné Julien, pensaient que j'avais été irrespectueux d'attaquer mon père. Personne, apparemment, ne parlait de la façon dont Marc m'avait traité pendant des années. Personne ne mentionnait que c'était moi qui entretenais la maison où il vivait. Il était plus facile de me pointer du doigt, le fils qui s'était rebellé. Le vendredi, Marc m'a appelé. Je n'ai pas répondu, mais il a laissé un message vocal. Son ton était un mélange de colère et de condescendance. « Antoine, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu vas venir à cette maison et tu vas t'excuser. Je suis ton père et je ne te permettrai pas de me manquer de respect. Ce que j'ai dit au dîner était une blague, mon grand, ne sois pas faible, grandis. » J'ai écouté le message 2 fois,
et chaque mot me faisait bouillir le sang. Une blague. C'était tout ce que signifiait pour lui des années d'humiliation. J'ai supprimé le message et j'ai bloqué son numéro. Le week-end, je suis allé chez mes parents, non pas pour m'excuser, mais pour récupérer quelques affaires que j'avais encore là-bas, des vêtements, des livres, quelques souvenirs. Je ne voulais pas remettre les pieds dans cette maison avant un certain temps. Quand je suis arrivé, Marc était dans le salon, regardant la télévision comme si rien ne s'était passé. Ma mère était dans la cuisine. Mes frères n'étaient pas là, ce que j'ai apprécié. Je ne voulais pas d'autre confrontation. Marc m'a vu entrer et s'est levé du canapé. « Eh bien, le grand Antoine, tu viens demander pardon » a-t-il dit avec ce sourire sarcastique que je détestais. « Non, papa. Je viens chercher mes affaires » ai-je répondu sans le regarder. J'ai senti ses yeux rivés sur moi, mais je ne lui ai pas donné le plaisir de l'affronter. Je suis allé dans mon ancienne chambre, j'ai pris ce dont j'avais besoin et je suis sorti. Ma mère a essayé de me parler avant que je ne parte. « Antoine, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ton père n'a pas voulu te blesser » a-t-elle dit les larmes aux yeux. « Maman, il a toujours voulu me blesser. Et tu n'as jamais rien fait pour l'arrêter, lui ai-je dit. C'était dur, je sais. Mais c'était la vérité. » Elle a baissé les yeux et je suis parti sans me retourner. Les jours suivants ont été étranges. D'un côté, je ressentais un soulagement que je n'avais pas connu depuis des années. Ne plus avoir à supporter les moqueries de Marc, ne plus sentir la pression d'être le fils responsable tout le temps. Mais il y avait aussi un vide. La famille était tout ce que j'avais connu, et maintenant je me sentais seul. J'ai essayé de combler ce vide avec le travail. Je restais tard au bureau, révisant des chiffres, organisant des rapports. Un mois après le dîner, les choses sont devenues intéressantes. Mon père m'a appelé un jour, presque paniqué. « Antoine, la lumière de la maison a été coupée et la banque a appelé pour le prêt immobilier. Qu'est-ce qui se passe ?» Je n'ai pas été surpris. Je savais que cela allait arriver. Je lui ai expliqué, d'une voix aussi calme que possible, que j'avais annulé les paiements. « Antoine, qu'as-tu fait? Tu crois que tu peux laisser ta famille à la rue? Tu es égoïste, un mauvais fils. » J'ai ri, même s'il n'y avait rien de drôle. « Égoïste, papa? Je paie tes factures depuis des années pendant que tu me traites de raté. Tu sais quoi? Si je suis un tel perdant, débrouille-toi tout seul. Voyons si tu peux entretenir ta maison sans se rater. » N'ose pas me parler ainsi, a-t-il crié, mais sa voix tremblait. Je sentais sa peur, son impuissance. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de culpabilité, j'ai ressenti de la justice. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je n'avais dormi depuis des années. Les jours qui ont suivi mon coup de téléphone à Marc ont été comme marcher sur une corde raide. D'un côté, je ressentais une liberté que je n'avais pas connue depuis des années. Je n'avais plus à me soucier des factures de la maison de mes parents, ni des moqueries de mon père, ni de la pression d'être le fils parfait. Mais d'un autre côté, je ne pouvais pas ignorer le vide que laissait la famille. Toute ma vie, j'avais cru que mon devoir était de prendre soin d'eux, surtout de ma mère, Isabelle. Et bien que j'étais furieux contre Marc, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir coupable pour elle. Elle payait le prix de ma décision. Au travail, j'ai essayé de rester occupé. Les chiffres avaient toujours été mon refuge. Je pouvais me perdre dans les bilans, les rapports et les projections, où tout avait un sens, où il n'y avait pas d'émotions désordonnées. Un soir, j'ai reçu un appel de ma tante Claire. Sa voix était sérieuse, ce qui était rare chez elle. « Antoine, il faut que tu viennes chez moi. C'est important. » Elle n'a pas donné plus de détails, mais quelque chose dans son ton m'a fait accepter. Le lendemain, je suis allé chez elle, me préparant à une autre discussion sur le dîner, mais ce que j'ai trouvé était différent. Ma tante m'a accueilli avec un câlin et m'a conduit au salon. Là, ma mère était assise sur le canapé, les yeux rouges à force de pleurer. Je suis resté paralysé. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, sentant un nœud au ventre. Isabelle m'a regardé mais n'a pas parlé tout de suite. Ma tante a pris la parole. « Antoine, ta mère ne voulait pas que tu la prennes comme ça, mais les choses à la maison vont mal. Marc n'a rien payé depuis que tu as coupé les paiements. L'électricité est toujours coupée, l'eau est sur le point de l'être, et la banque a menacé de saisir la maison si le prêt immobilier n'est pas payé bientôt.
J'ai regardé ma mère, espérant qu'elle dise quelque chose. Finalement, elle a parlé d'une voix tremblante, « Mon fils, je ne sais pas quoi faire. Ton père dit qu'il va s'en occuper, mais il n'a pas l'argent, et je ne peux plus travailler comme avant. Je ne voulais pas t'inquiéter, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. » J'ai ressenti un mélange de rage et de tristesse. De la rage contre Marc pour avoir mis ma mère dans cette situation. De la tristesse de la voir si vulnérable. « Maman, pourquoi restes-tu avec lui? Pourquoi le laisses-tu t'entraîner là-dedans » ai-je demandé sans pouvoir me contenir. Elle a baissé les yeux. « C'est mon mari, Antoine. Ce n'est pas si facile. »« Maman, je ne vais pas te laisser te retrouver à la rue, » ai-je dit finalement. « Mais je ne vais plus jamais entretenir papa. Si tu veux, tu peux venir vivre avec moi. J'ai de la place dans mon appartement. Mais lui, plus jamais. » Isabelle m'a regardé, surprise. Elle n'a rien dit, mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux, un mélange de gratitude et de peur. Ma tante a hoché la tête. « C'est une bonne idée, Antoine. Pense Isabelle. Tu ne peux pas continuer à porter Marc. » Elle a soupiré mais ne m'a pas regardé. « Je ne sais pas, Antoine. Tout cela est trop. Ton père et moi sommes ensemble depuis plus de 40 ans. Ce n'est pas facile de le laisser derrière soi. » Ces mots m'ont blessé, non pas parce que je ne les comprenais pas, mais parce qu'après tout, elle pensait toujours à Marc. « Maman, il ne te valorise pas. Il ne nous valorise pas. Combien de temps vas-tu encore supporter ça ?» ai-je dit en essayant de garder ma voix calme. Finalement, elle a accepté de venir vivre avec moi, car elle ne voulait pas souffrir aux côtés de Marc. Les mois ont passé. Un jour, ma tante Claire m'a appelé avec des nouvelles inattendues. « Antoine, ils ont retrouvé ton père. Il est dans un centre d'hébergement d'urgence à la périphérie de Marseille. Il n'a rien, ni maison, ni argent, ni famille. Je suis allé le voir et ce n'est plus le même. Il est brisé. » J'ai fait une pause, laissant les mots s'installer. « Et il veut que je le sorte de là ?» ai-je demandé avec plus de froideur que je n'en ressentais. « Non, Antoine, il n'a rien demandé, il a juste dit ton nom. Je crois qu'au fond, il sait qu'il a fait une erreur, mais je ne pense pas qu'il ait le courage de l'admettre, » a répondu ma tante. J'ai raccroché et je suis resté à regarder le téléphone. Une partie de moi voulait aller à ce centre, l'affronter, lui faire sentir le poids de tout ce qu'il m'avait fait. Mais une autre partie savait que cela n'en valait pas la peine. Marc payait déjà le prix de ses actions. Je n'avais pas besoin d'intervenir. Quelques mois plus tard, ma mère et moi avons déménagé dans un appartement plus grand et lumineux à Bordeaux, une ville que nous aimons toutes les deux. Marc est toujours au centre d'hébergement d'urgence. Selon ma tante, personne de la famille ne lui rend visite. Mes frères, mes oncles, mes cousins, tous l'ont laissé derrière eux. Et bien qu'une partie de moi souhaiterait que les choses aient été différentes, l'autre sait que c'est ce qui devait arriver. Marc a payé le prix de son arrogance, et moi, j'ai enfin trouvé ma paix.